Il y a une méthode générale qui nous permet de calculer ce qu'on appelle l'aire sous la courbe. Alors, ça va être l'aire de la figure qui est bornée par la courbe y égale à f de x, l'axe des x, puis les droites x égale à a et x égale à b. Il se pourrait que la courbe se retrouve sous l'axe des x. Parce que l'on s'intéresse à ça, puis par convention, cette aire-là va être négative. Fait que le signe nous dit si la majorité de la courbe se retrouve par-dessus l'axe des x ou en dessous de l'axe des x. Comment est-ce qu'on calcule la superficie en général? C'est pas facile de décrire géométriquement l'aire sous la courbe. Quelque chose comme ça, c'est bien compliqué. Mais, il est facile de décrire l'aire d'un rectangle ou d'un trapèze. On a des formules pour ces aires-là. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on va approximer l'aire sous la courbe par ce qu'on appelle les sommes à gauche. On prend notre intervalle, on divise en un nombre de sous-rectangles qui ont la même largeur et on trace des rectangles en servant du point à gauche. En général, on n'aura jamais l'aire exacte. Il va toujours manquer une petite région qui ne sera pas donnée vers les rectangles. Mais, si on prend une meilleure approximation, c'est-à-dire si on approxime en augmentant le nombre de rectangles, ben cette aire-là, il manque le bateau, va être plus petite. Oups, être plus petite, hein, il y a pratiquement plus de rectangles qu'on utilise, le plus près de la vraie aire qu'on se retrouve. Fait que la somme à gauche, avec le nombre de rectangles, 14, on s'attendrait à ce que ce soit une meilleure approximation de l'aire sous la courbe que la somme à gauche avec seulement 7 rectangles. En général, l'aire sous la courbe, ça va être la limite de la somme à gauche avec n rectangles quand n tend vers l'infini. L'aire sous la courbe elle-même, ce n'est pas une somme à gauche. C'est une valeur vers laquelle on se rapproche. C'est analogue du fait que la pente tangente, c'était pas la pente d'une des séquences. C'était la pente vers laquelle on se rapprochait lorsque le point QN se rapprochait du point P. Fait que la relation entre la somme à gauche et l'aire sous la courbe, c'est le même genre de relation qu'il y a entre la pente de la séquence et la pente de la tangente. On va revisiter l'exemple qu'on a vu au scénario précédent. Trouver l'aire sous la courbe. Y est égal à x, entre x est égal à 1 et x est égal à 10. Mais là, on ne se servira pas de la propriété des trapèzes. Fait que la région qui nous intéresse, c'est celle qui est ici. Comment est-ce qu'on s'y prend? On va commencer par diviser l'intervalle entre 1 et 10 en n segments égaux, puis ils auront tous une longueur qu'on appelle delta x. Ben, delta x, vu qu'on divise l'intervalle en n segments égaux, ça va être la longueur de l'intervalle qui est 9 divisé par le nombre d'intervalles qui est n. Fait que si je pars avec mon x0 qui va être 1, puis mon xn qui est 10, puis je divise ça en n segments égaux, je me retrouve avec un paquet de petits segments de longueur delta x, puis chacune de ces longueurs-là, ça va être 9 sur n. Il y en a n en tout, fait que la longueur totale, ça va être n fois delta x, c'est-à-dire n fois 9 sur n, qui vous donne 9. Effectivement, c'est la longueur entre 1 et 10. C'est quoi la valeur de chacune des points limites des sous-divisions? C'est pas bien compliqué. On commence à 1, puis on rajoute la longueur delta x, qui est 9 sur n. Donc, ce point-là se retrouve à être à
1 plus 9 sur n. Le point suivant, ben, c'est 1 auquel on a rajouté 2 sous-intervalles delta x. Ça fait que ça va être 2 fois delta x, qui est 1 plus 2 fois 9 sur n. Tout simplement. Jusqu'à temps qu'on arrive au dernier, 1 plus n moins 1. Ouais, n moins n, celui-ci, puis ben, le vrai dernier, pardon, xn, c'est, ben, là, on connaît sa valeur, c'est 10. Fait que xn, ça nous donne effectivement 1 plus n fois 1 plus n fois delta x, qui est 1 plus n fois 9 sur n, 1 plus 9, 10. OK. Fait que chacun des points qui se trouvent ici, chacun des points qui nous donne les limites de la sous-division, c'est 1 plus un certain facteur de delta x. Ben, 1 spécifiquement, parce que c'est la valeur de x0. Si on avait un autre x0, ça partirait ailleurs. Et là, ben, on peut construire un paquet de rectangles à l'aide de cette sous-division-là. Par exemple, je passe du point x0 au point x1. Je vous rappelle que la distance entre les deux, ça va être delta x, qui est égal, dans ce cas-ci, à 9 sur n. Puis je calcule la hauteur du rectangle en me servant du point le plus à gauche, puis en montant quand j'atteigne la courbe de la fonction. Ça, c'est mon rectangle. Ben, je connais sa largeur, ce rectangle-là, c'est delta x. Qu'est-ce que c'est la hauteur? C'est quoi la valeur de ce point-là? Ça va être tout simplement la valeur de la fonction au point x0. Le point à gauche. Valeur de la fonction f, c'est la fonction qui fait juste nous donner ce qui est exactement l'input. Ça fait que si f de x, c'est x, ce que ça veut dire, c'est que f de la boîte, on fait juste répéter la boîte, on y fait rien. Fait qu'ici, ce truc-là, cette valeur-là qui est f de x0, c'est tout simplement x0. Fait que l'aire du petit rectangle qui est là, c'est la base fois la hauteur, la base c'est delta x, la hauteur c'est x0. Que je peux écrire comme étant x0 fois delta x. Le prochain, j'ai encore une fois un point. Ici x1, ici x2, je connais la largeur du rectangle, sa base c'est delta x. Puis, quelle est la hauteur? Faut que je trouve le point le plus à gauche de mon intervalle. Je vais chercher la hauteur sur la courbe. Mais le point le plus à gauche de l'intervalle, c'est x1, fait que la hauteur, c'est f de x1. F, c'est la fonction qui fait juste nous redonner ce qu'on lui donne. Fait que l'aire du rectangle rouge qui est ici. Sa hauteur x1 fois la base. Et si je décide d'inclure aussi l'aire que j'avais calculé pour le premier rectangle, je me retrouve avec x0 fois delta x. On en fait un autre. Les points. On a x2 qui est ici, on a x3 qui est là. La largeur du rectangle, sa base c'est delta x. Sa hauteur,
c'est le point qui est ici. Je prends le point le plus à gauche, c'est x2. Je calcule sa hauteur sur la courbe, c'est f de x2. Dans ce cas-ci, f de x2, c'est x2. Ce n'est pas le cas pour une autre fonction, mais c'est le cas. Fait que l'aire de ce rectangle-ci, c'est x2 fois delta x. Puis là, ben, je peux rajouter l'aire de l'autre rectangle qui venait ici. x1 fois delta x. Puis je peux rajouter aussi cette aire-là. Est-ce que vous voyez vers quoi l'approximation finale va se rapprocher quand on aura rajouté tous les autres ces rectangles? Le point qui est ici, c'est x n-1. L'aire du rectangle, il faut que je trouve la valeur de la fonction à ce point-là. Ben, cette fonction-ci, c'est la fonction qui nous redonne directement l'entrée dans la fonction. Fait que f de x n-1, c'est exactement x n-1. Fait que l'aire du rectangle en rouge, puis si je rajoute le rectangle précédent, ça, si je rajoute le rectangle précédent, je me retrouve avec x n-3 fois delta x, puis je continue ainsi de suite. Quand je retrouve x2 fois delta x, plus x1 fois delta x, plus cette aire-là, c'est pas l'aire sous la courbe, c'est l'aire des rectangles. Ce qu'on avait appelé la somme à gauche, avec n rectangles. Fait que j'ai ici la somme à gauche avec n rectangles qui va être égale à x0 plus jusqu'à xn-1 fois delta x. On peut l'écrire d'une autre façon. Ça. Mais les xi, on sait ce que c'est, on connaît leur valeur. En particulier, on a calculé sur une des pages précédentes, c'est le point initial plus i fois delta x fois delta x. Hein? Puis le delta x, c'était pas n'importe quoi, là, c'était 9 sur n. On va l'écrire comme étant delta x, mais on se rappelle que delta x, c'est 9 sur n. Fait qu'est-ce qui se passe? Fait, j'additionne n fois en tout la valeur de x0. Bon, ça, i égale à 0, il est là une fois, i est égal à 1, deuxième fois, i égale à 2, troisième fois, et ainsi de suite. Fait, il va jusqu'à n-1. Ça me fait n fois x0. Le delta x, c'est une constante. J'ai la sommation ensuite des i qui vont entre 0 et n-1. Et tout ça est multiplié par delta x. N fois x0, constant. Delta x, on sait c'est quoi. Là, il faut que je calcule la somme des i premiers termes entre 0 et n-1 pour delta x. On a une formule pour calculer ça, là. Voyons voir de quoi ça ressemble de façon formelle. Ça nous donne la hauteur de chacun des rectangles sur chacun des segments. Nous, on avait écrit x0, x1, x2, x3 et ainsi de suite à la place d'écrire f de x0 parce qu'en général, f de xi,
c'est égal exactement à xi. Ça fait que si on fait le calcul formel, on se retrouve avec l'expression qu'on avait ici, là. Ça. C'est ça qu'on avait. Puis on a une formule spéciale pour cette somme-là. C'est n-1 fois n divisé par 2. Fait que la somme à gauche, c'est l'expression que vous allez retrouver ici. Elle est donnée. On connaît tous les termes là-dedans. Je connais n, je connais x0, je connais delta x, je connais n-1 sur n divisé par 2, puis je connais delta x au carré. Je connais tous ces affaires-là. Je peux les rentrer directement pour le calculer. Mais on ne s'intéresse pas à une somme à gauche particulière, on s'intéresse à ce qui arrive lorsque la valeur de n augmente. Ça fait que je remplace mes valeurs, là, x0 c'est 1, delta x c'est 9 sur n, je la mets là-dedans, puis je peux trouver une expression plus simple pour la somme à gauche. Ça me fait 9 plus 81 sur 2 fois 1 moins 1 sur n. Et tout simplement, je fais les simplifications ici. Et n moins 1 sur n, c'est égal à 1 moins 1 sur n. Fait qu'on s'intéresse à ce qui se passe lorsque n devient de plus en plus grand. Lorsque n devient de plus en plus grand, 9 n'est pas affecté par ça. 81 sur 2, c'est pas affecté. 1 moins 1 sur n. Mais là, qu'est-ce qui arrive quand n devient très grand? On est en train de diviser par quelque chose de plus en plus grand. Alors, ce terme-là devient de plus en plus petit. La limite, c'est 99 sur 2. C'est exactement la formule, la valeur qu'on avait quand on se servait de la formule de l'aire du trapèze. Il y a une méthode générale. C'est exactement ce qu'on a fait. La différence, c'est que lorsque le temps vient calculer la hauteur du rectangle, il faut laisser ça comme étant f de x i-1, le point à gauche. On ne peut pas le remplacer par x i-1. Ça, c'était seulement vrai quand on avait la courbe f de x est égal à x. En général, c'est pas ça notre courbe. F de x, c'est quelque chose d'autre. Il y a un exemple ici que je vais vous demander de lire. Ça sera pas essentiel là, de faire du début jusqu'à la fin. Mais si on prenait la parabole y égale à x au carré, puis on vous demande de trouver l'aire sous la courbe entre moins 2 puis 0, ben, vous vous attendriez à avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Laissez-moi tracer vos rectangles pour vous, là. Avec le truc, ce serait comme d'avoir une distance ici qui serait, ben, pour nous, ça serait 2 divisé par n. La longueur de l'intervalle divisé par le nombre de sous-intervalles. La hauteur serait donnée par x0 au carré. La hauteur de ce point-là serait x1 au carré. La hauteur de ce point-là, x2 au carré, et ainsi de suite. Puis vous remplaceriez vos expressions là-dedans. Ça vous ferait la somme ça ressemble à ça. La somme des hauteurs fois la base du rectangle. Puis là, ben, si vous faites votre calcul de simplification, vous allez obtenir ce qu'il y a à la page suivante. Ici. C'est une expression qui ne contient que des n, que des x0 que l'on connaît, qui est moins 2 dans cet exemple-là, des delta x qui vont être 2 sur n. Ça, c'était moins 2. Delta x, c'était 2 sur n. Et tous les autres trucs, vous les rentrez directement. Quand n tend vers l'infini, on augmente les n. Cette expression-ci, qui est la même valeur que la somme à gauche, mais qu'on a écrite d'une façon différente, ben, on la calcule. À la limite, ça nous donne 8 tiers. Écoutez, je
J'ai pas besoin que vous ayez compris tous les détails, mais je veux que vous compreniez que c'est la même approche que celle qu'on a utilisée pour l'air sous la courbe quand la courbe était une droite, puis qu'il n'y a pas vraiment de différence. C'est juste qu'il faut pouvoir calculer la limite. Ça fait à peu près 250 ans qu'on sait comment faire ça. Cette approche directe-là est encore plus encombrante que la méthode de calcul de la pente de la droite tangente. Sans farce, là, travailler avec des trucs qui ressemblent à ça, c'est pas plaisant. Il y a personne qui aime ça faire ça. Au chapitre 7, on va montrer comment on peut calculer quelque chose qui s'appelle la primitive d'une fonction. Ça joue à peu près le même rôle que la dérivée, mais c'est dans le sens inverse. Puis la primitive vous permet d'obtenir l'air sous la courbe.